c'est la première conférence La Question de la saison. Philippe Beaune, notre complice avec qui nous avons le plaisir de travailler autour de ce cycle de conférences, va vous parler un petit peu des suivantes. Là, on a pris de l'avance, on a bien travaillé déjà, enfin surtout Philippe, et on a vraiment construit un programme qui va être très très chouette tout au long de l'année. Donc, je vais lui laisser la parole. Je voulais juste avoir deux, trois petites consignes. Donc, bravo, vous êtes tous masqués. Et pour sortir de la salle, en fait, on vous demandera à l'issue de la conférence et des questions de rester assis. On vous invitera à sortir d'abord par les rangs du fond, juste pour remonter jusqu'au premier rang. Voilà. Vous dire aussi qu'en raison de cette crise sanitaire qui s'éternise, on n'a pas de petits pots, de petits verres de l'amitié où on peut se retrouver d'habitude ensemble après la conférence. Donc, nous ne pouvons pas les maintenir. Donc, voilà, j'en suis désolée. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, en tout cas, un grand merci à Xavier Coumoul qui a, après sa journée de travail, est venu jusqu'à Étampes pour nous parler des pesticides et de ses travaux dans ce domaine-là. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, je vous souhaite la parole. Merci beaucoup, Guénaëlle. Merci de cette introduction. Surtout, merci à vous d'être venus par ces temps un peu difficiles et dans des conditions, un petit peu pas faciles ces derniers temps. J'étais obligé de porter des masques, on ne reconnaît plus personne, c'est horrible. Donc ce soir, on vous reparlera du programme un petit peu à la fin de la conférence, un peu en conclusion. Donc on a le plaisir d'accueillir le professeur Xavier Coumoul, qui va venir vous parler de pesticides, de substances toxiques, de comment préserver notre santé. En fait, c'est un spécialiste, disons, de ce qu'on appelle globalement le thème environnement-santé, c'est-à-dire comment l'environnement joue un rôle sur notre santé et comment on peut influer, essayer de ne pas être trop affecté quand on est face à des produits toxiques. Donc, une courte présentation de Xavier. Il est professeur de biochimie à maintenant l'Université de Paris, en toute modestie, comme s'il n'y avait pas d'autres universités à Paris. Mais c'est le nom maintenant de notre université qui réunit Paris Diderot, Paris Descartes et l'Institut de physique du globe. Donc il est passé par l'école normale à Cachan. Et ensuite, il a fait de l'endocrinologie, et c'est d'ailleurs ça un peu qui l'a amené aux aspects environnementaux avec les perturbateurs endocriniens. Il a fait sa thèse dans le labo que je dirigeais à l'époque sous la direction de Robert Barouki, qui était là déjà de l'endocrinologie liée aux aspects environnementaux. Puis il est parti en postdoc aux États-Unis. C'est maintenant le chemin obligatoire. Il est allé au NIH. Là aussi sur des problèmes d'environnement santé, mais plus orientés sur le cancer du sein. Pardon. Il est actuellement, alors Xavier en fait a beaucoup d'activités, je dirais, extra enseignement, recherche. Il s'occupe beaucoup de la diffusion de la culture et de la culture scientifique. Et il est vice-président de l'Université pour la culture et le rayonnement scientifique et l'innovation pédagogique. Il aime beaucoup jouer avec les Moodle et des choses comme ça. Il y a des informaticiens dans la salle qui doivent savoir à peu près ce qu'il dit. Et puis, comme il y a le mot toxicité, il est responsable d'une mention de master sur la toxicologie qui comporte les études de toxicologie de médicaments. Et évidemment, lui s'occupe beaucoup d'environnement. Il dirige une équipe qui s'appelle Métatox dans l'unité INSERM 1124. En fait, le sujet dont il va vous parler, je ne sais pas trop par quel bout il va prendre ça parce que c'est assez compliqué. C'est vraiment un sujet compliqué parce que, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'environnement. Que deux, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'environnement et c'est donc extrêmement difficile d'essayer de voir quels sont les effets de chacun de ces composés qui sont dans l'environnement et qui sont potentiellement toxiques, et surtout, et ensuite, de voir les effets de ce qu'on appelle les cocktails ou les effets cocktails, c'est-à-dire du mélange de ces composés. On peut être exposé à 1, à 2, à 3, à 4, et si ce n'est pas les 4 mêmes, on n'aura pas les mêmes effets.
Et en plus, il y a des effets dose, c'est-à-dire qu'on ne sait souvent pas très bien à quelle dose on est exposé. Autant c'est facile pour des médicaments, parce que quand vous prenez un médicament, on sait que vous prenez votre médicament, on sait à quelle concentration vous allez, enfin quelle quantité vous allez en prendre. Donc c'est relativement facile de savoir quels peuvent être les effets délétères d'un médicament. C'est extrêmement difficile des substances de l'environnement qui en plus sont extrêmement nombreuses et de structures chimiques souvent extrêmement différentes. Donc je ne sais pas trop par quel bout il va prendre ça, mais je suis sûr qu'il va faire bien et qu'à la fin, vous aurez probablement les idées un peu plus claires sur la question. Voilà. Enfin, on verra. L'autre qualité de Xavier, c'est qu'il est extrêmement pédagogue et que donc, normalement, ça devrait être assez clair. Voilà, donc moi, je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup, Xavier, d'être venu jusqu'à Étampes. Et puis, je te laisse la parole. Et donc... Bien, merci Philippe. Merci Philippe pour ce portrait. Vous m'entendez bien ? D'accord. Pour ce portrait élogieux, je vais essayer d'être à la hauteur de ce portrait. Ça ne va pas être simple, effectivement, parce que le titre, ça fait un peu gourou. Et du coup, l'idée, c'est pas vraiment ça. Ce topo, il va être surtout basé sur une présentation de ces substances toxiques dont a parlé Philippe et de tous les enjeux de la toxicologie prédictive. L'idée, c'est vraiment de vous donner des clés pour essayer de mieux comprendre comment appréhender lorsque vous entendez, par exemple, un problème environnemental présenté par les médias, d'appréhender ce problème et d'avoir vraiment un esprit critique par rapport aux informations que vous entendez et de vous poser des questions par rapport donc, à ces informations et au fait qu'il faut peut-être creuser un peu plus loin parfois avant d'avoir instinctivement une réaction vis-à-vis de ce que vous pouvez entendre et potentiellement écouter en termes d'analyse qui serait un peu trop rapide. Parfois, là, il y a une crise de la patience, c'est Étienne Klein qui en parlait récemment lorsque la crise du Covid était décrite par lui. Et souvent, en toxicologie, on est malheureusement confronté à ce problème du temps dont je reparlerai. Donc cette présentation va être essentiellement décomposée en 3 parties. Je voudrais remercier aussi, donc, en plus de Philippe, la ville d'Étampes d'avoir organisé cet événement, parce que moi je voudrais vous remercier aussi par rapport au fait que c'est aussi très plaisant ce type d'exercice est vraiment intéressant et vraiment dans ce cadre-là, je vais vraiment essayer de vous vulgariser dans un premier temps les notions d'environnement, de perturbateurs endocriniens, de polluants organiques persistants. Je vous donnerai quelques exemples d'approches complémentaires en toxicologie que sont les approches épidémiologiques et expérimentales, avec des cas, avec un cas notamment pour lequel vous pourrez potentiellement participer, c'est-à-dire que je m'arrêterai de parler et je vous poserai une question, vous réfléchirez et vous essaierez de répondre. Voilà, ça vous stresse un peu du coup comme ça aussi. C'est bien, il n'y a pas que moi. Et puis, troisième partie, on parlera de tous les enjeux de la toxicologie et c'est là où je vous donnerai un petit peu ces clés pour appréhender ces problèmes environnementaux. Donc voilà, merci encore de cette invitation. Et on va donc commencer tout de suite par un préambule, par une introduction. Pas pour parler de l'environnement, mais pour parler, on va dire, de sa contrepartie permanente, qui est la génétique. Parce que lorsque vous êtes exposé à une substance chimique, il y a plusieurs substances chimiques, au fameux cocktail, il y a de fortes chances que votre voisin ou votre voisine ne réagisse pas du tout de la même manière à ce type de cocktail. Donc il est évident que lorsqu'on parle d'environnement, il faut aussi appréhender la part des gènes. Et ce préambule vous montre par exemple ici un hématode tout simple qu'on utilise au laboratoire qui s'appelle Caenorhabditis elegans, peu importe, c'est un hématode. Si vous faites du jardinage, vous entendez parfois parler des nématodes dans le contrôle de certains parasites. Il faut savoir que ce nématode est tout simplement représenté, on va dire, par 20 000 gènes. 20 000 gènes lui permettent d'être un nématode. Et les gènes n'expliquent pas tout, parce que si vous prenez ce prix Nobel, alors pour ceux qui ont fait de la biochimie, c'est Hans Krebs, vous avez peut-être entendu parler du cycle de Krebs un jour. Hans Krebs, prix Nobel, a lui aussi 20 000 gènes. Donc il est évident qu'entre un organisme simple, je ne dis pas primitif, parce que je considère que tous les organismes ont le droit d'être correctement représenté à tous les échelons, et un homme qui est un peu plus complexe ou une femme qui est un peu plus complexe, typiquement, on a le même nombre de gènes que ce nématode, et pourtant, on a une complexité beaucoup plus importante. On a aussi d'autres personnes qui ont aussi 20 000 gènes, et voilà, je ne sais pas à qui je devrais le comparer, mais bon, ça c'est de la politique, et je ne vais pas insister là-dessus. Alors, c'est un peu voilà, entre guillemets, provocateur, mais bon, je pense qu'on peut l'être vu le degré de provocation dont lui fait aussi
office. Alors, l'environnement, il y a plusieurs manières de le présenter. Il y a une définition qui est très large, qui est en gros de dire que c'est tout ce qui n'est pas génétique. Je vous ai juste parlé en une diapo de la génétique juste avant, en vous disant que ça peut être effectivement extrêmement complexe déjà à appréhender. Et l'environnement, on peut dire que c'est tout ce qui n'est pas génétique si on prend une définition très large. C'est-à-dire que ça va être votre comportement, votre type d'alimentation, si vous fumez, si vous prenez de l'alcool. Ça, c'est une définition vraiment très très large. Et en général, dans les médias ou dans les discussions qu'on peut avoir avec des personnes qui ont entendu parler d'un problème environnemental, on parle plutôt de l'environnement sous la forme d'une définition plus restrictive, qui est essentiellement tout ce que vous allez subir. C'est-à-dire, est-ce que votre eau potable elle est contaminée avec des pesticides? Est-ce que vous êtes potentiellement sujet à développer une pathologie parce que quelqu'un fume à côté de vous? Donc, pollution, tabagisme passif, contamination alimentaire, c'est plutôt la définition qu'on choisira d'utiliser lorsqu'on parlera d'environnement et de problèmes environnementaux. Et donc, évidemment, si on considère cette première définition et cette deuxième définition, selon la définition, cette part de l'environnement en pathologie, elle varie considérablement. Puisque dans un cas, le tabagisme passif, bien sûr, par rapport au tabagisme actif, est beaucoup moins impactant que lorsqu'on choisit effectivement de fumer. Alors, ce schéma, vous ne voyez pas très très bien ce qui est écrit parce qu'il est un tout petit peu petit et ça aurait été plus simple si vous aviez été un peu plus près. Mais bon, voilà, c'est normal de respecter les gestes barrières. Vous montre en fait que via ce camembert, il y a une part très significative ici en rouge, de contributions qui conduisent à des maladies chroniques qui est complètement inconnue. À peu près 43%, c'est des données relativement récentes publiées en 2014-2012, mais ça a très peu évolué. Il y a à peu près, on va dire, dans 50% des cas, il est très très difficile de pouvoir dire à quoi est due une maladie chronique qui va se développer. Si on regarde par contre les parties du camembert qui sont en bleu, on voit que la pollution liée aux particules atmosphériques, c'est ici, cette partie-là, c'est 13% des maladies chroniques quand même. Donc c'est pas rien. Et puis vous avez le tabagisme passif et actif, 13%. Donc vous voyez, pour prendre deux exemples, typiquement, la part de l'environnement dans les maladies et dans les problèmes de santé, elle est loin d'être négligeable. On a plusieurs types d'agents pathogènes auxquels on peut être confronté. Il faut tout de suite se dire, on le sait tous avec le Covid, c'est un agent pathogène. Typiquement, on a 3 catégories. La première catégorie, à laquelle on ne pense pas souvent, c'est les agents physiques. Alors, les ultraviolets, tout de suite, vous allez me dire, il y a une pathologie très facile qui est associée aux ultraviolets, qui est les mélanomes et les cancers de la peau. Très bien. Et puis, la température, avec le réchauffement climatique, alors là, c'est peut-être un peu plus difficile à appréhender, mais il faut typiquement penser actuellement, par exemple, à d'autres organismes comme les coraux qui sont affectés par la montée des températures. Et un jour ou l'autre, il est évident que si on est obligé de vivre des étés pendant 2 ou 3 mois à 50 degrés, on risque d'avoir, au niveau nous, êtres humains, notamment pour les personnes les plus sensibles, c'est-à-dire les personnes âgées ou typiquement des fœtus, des problèmes liés à cette augmentation des températures. Donc considérer les agents physiques comme agents environnementaux, c'est quelque chose de tout à fait pertinent. Vous avez évidemment les agents biologiques, je ne vais pas insister, on a tous en tête le Covid, mais il n'y a pas évidemment que le Covid. Les bactéries aussi peuvent avoir un impact sur la santé. Et puis vous avez les agents chimiques. Et évidemment, c'est plus ma partie, puisque moi je fais de la toxicologie et que cette toxicologie, elle est directement en lien avec des agents toxiques, donc des produits chimiques. Alors, quels agents toxiques ? Comme l'a dit Philippe, il y a vraiment une diversité d'agents auxquels on peut être confronté, volontairement, involontairement. Je vous ai mis ici quelques exemples, avec des termes un peu barbares. Hydrocarbures aromatiques polycycliques, typiquement, c'est tout ce que vous allez trouver dans les fumées de combustion. Donc ça peut être dans la fumée de tabac, comme ça peut être dans les dégagements des voitures, des gaz d'échappement. Hydrocarbures aromatiques halogénés, donc les halogènes, ça fait référence au chlore, au brome, ça va être des polluants comme les dioxines par exemple ou les PCB, qui sont des agents qui en plus des molécules qui sont persistantes, on en reparlera. Et puis évidemment, il y a d'autres exemples, les amines aromatiques, les pesticides dont on entend très très souvent parler, les métaux lourds, l'amiante dont on a parlé à un moment. Donc il y a des agents qui ont été très médiatisés à une époque et qui le sont beaucoup moins maintenant, parce que malgré tout, la société parfois arrive à régulariser les niveaux d'exposition. Et malheureusement, il faut quand même avoir en tête que notre société, avec les progrès de cette société, je mets des guillemets à progrès parce que parfois tout le monde ne parle pas de progrès, développe en permanence de nouveaux contaminants potentiels
comme ces nanomatériaux assez récents qui ont sûrement des applications en médecine, mais qui pourraient aussi poser des problèmes pour la santé. Une vraie diversité, puisque quand on prend des nanomatériaux et puis des pesticides, ça n'a rien à voir chimiquement. Alors, je reviens à cette diapo, puisque maintenant j'ai pu définir ces 3 familles d'agents, en insistant bien sur la nature extrêmement variée des agents chimiques. Et la question sous-jacente, du coup, c'est quelles pathologies sont associées à ces différents types d'agents, notamment les agents chimiques. Alors, typiquement, des maladies qui sont liées au vieillissement, des maladies chroniques comme le cancer, d'ailleurs hormonaux ou non hormonodépendants. Hormonodépendants, ça veut dire qu'ils dépendent du système hormonal, donc du système endocrinien, donc liés à une exposition à des perturbateurs endocriniens. On a également des altérations, et ça c'est bien connu, de la fertilité, avec une difficulté de plus en plus importante pour les jeunes couples d'engendrer une descendance. Des maladies neurodégénératives, il y a le cas très très médiatisé là aussi du Parkinson en lien avec l'exposition aux pesticides. Des maladies métaboliques qui sont relativement peu réglementées sur le plan réglementaire, qui sont relativement peu réglementées, comme l'obésité ou le diabète de type 2. Puis des maladies cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, des allergies et également des maladies du développement. Donc là aussi, un nombre très très important de pathologies potentielles. Alors la réalité environnementale, c'est qu'on est confronté, comme l'a dit là aussi Philippe, il a vraiment bien introduit cette conférence, sans avoir vu les diapos, donc c'est qu'il me connaît bien aussi, c'est qu'on est confronté non pas à une molécule chimique comme un médicament, mais à des cocktails de molécules. Donc typiquement, si vous prenez l'agriculture française, l'agriculture conventionnelle et les traitements qui sont faits par les agriculteurs sur des pommiers, on sait qu'en moyenne, on a à peu près sur une pomme conventionnelle 6 pesticides différents. Vous voyez, avec un très très grand nombre de traitements, mais il n'en reste que 6. En moyenne, c'est à peu près ce qu'on peut trouver sur une pomme. Et donc, les mélanges peuvent être de nature extrêmement diverse, tant en quantité qu'en qualité, avec beaucoup de polluants, assez peu de polluants, mais dans tous les cas de figure, et c'est ça la vraie difficulté de la toxicologie, beaucoup de cas particuliers. Donc, comment est-ce qu'ensuite on réglemente tout ça et comment est-ce qu'on appréhende la toxicité de ces cocktails? Eh bien, ça, c'est extrêmement difficile. Et donc, là aussi, le message à ramener à la maison, c'est de dire que cette toxicité des mélanges, elle est encore mal caractérisée pour une raison bien simple, c'est qu'on sait évaluer la toxicité d'une molécule, mais dès que celle-ci se retrouve mélangée à plein d'autres substances, et d'ailleurs pas nécessairement que des polluants, ça peut être aussi des médicaments, eh bien, on peut avoir une toxicité qui est très difficile à comprendre. Pas à caractériser nécessairement, mais en tout cas à comprendre, contrairement à ce qui est mis ici. Alors, je vais passer du coup à la deuxième partie et je vais vous présenter 2 catégories de polluants qui sont très médiatisés pour qu'on comprenne bien de quoi on parle lorsqu'on parle soit de perturbations endocriniennes, soit de polluants qui ont tendance à rester dans l'organisme ou à rester dans notre environnement. Il ne faut jamais négliger par rapport à la santé humaine l'aspect planétaire de cette santé humaine qui est donc forcément associée à la santé de notre environnement. Donc les perturbateurs endocriniens, comment est-ce que ça fonctionne? Il faut déjà définir comment fonctionne le système endocrinien. Le système endocrinien, je ne vais pas essayer d'utiliser trop de mots barbares, c'est un système qui est basé sur les systèmes hormonaux. Alors qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone, c'est un signal qui est produit par un tissu. Donc un cas très très classique que vous connaissez tous, c'est celui d'une hormone qui est produite par le pancréas. Vous pouvez me donner le nom? L'insuline. Voilà, l'insuline, c'est une hormone. Elle est produite par un organe qui est le pancréas. Vous le savez, tous à peu près. Si vous ne le saviez pas, vous aviez déjà entendu parler de ça. Alors que fait cette hormone? Elle est produite par cet organe, elle est sécrétée par l'organe dans la circulation, donc dans le sang, dans la lymphe. C'est ce qui est représenté ici, le pancréas, avec en vert l'insuline, qui est sécrétée dans le sang. Et cette insuline, elle va circuler jusqu'au foie, jusqu'aux muscles, jusqu'au tissu adipeux, le tissu graisseux. Et elle va agir donc à distance de l'organe où elle a été produite. C'est ça l'endocrinologie, c'est le fait qu'un signal est produit à un endroit et va agir à un autre endroit via la circulation. Et cette hormone, elle va agir sur l'autre organe parce que l'autre organe sera capable de la reconnaître. C'est ce qui est représenté ici. Là, vous avez le deuxième organe, par exemple le foie, et sur cet organe, vous avez une sorte de serrure avec l'hormone qui est la clé. La clé s'adapte dans la serrure, c'est ce qu'on appelle un récepteur. Donc l'organe réceptif a un récepteur et il détecte la présence de l'hormone. Et cette détection engendre un signal dans la cellule qui reçoit
cette insuline. Donc il sait que l'insuline a été sécrétée, il sait, enfin c'est finaliste de dire ça, il sait que l'insuline est sécrétée pour une bonne raison et du coup il va déclencher, par exemple au niveau du foie, le stockage du glucose et l'entrée du glucose dans la cellule. C'est pour ça que l'insuline, on en donne à des personnes qui ont trop de glucose dans le sang, c'est pour faire rentrer le glucose dans ces cellules et qu'il soit stocké, parce que ce système fonctionne mal. Bon, donc si on prend maintenant un peu de recul et qu'on regarde l'ensemble des paramètres dont je viens de parler, production de l'hormone, sécrétion de l'hormone, circulation de l'hormone, réception de l'hormone, et ensuite tout ce qui va en aval de la réception de l'hormone, compose ce qu'on va appeler un signal endocrinien. Toutes ces étapes, elles peuvent être perturbées par le perturbateur endocrinien ou les perturbateurs endocriniens. Un exemple de définition qui est donné par l'OMS, parce qu'on a mis beaucoup de temps à définir clairement ce qu'est un perturbateur endocrinien, c'est donc une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système, tout ce que j'ai décrit là auparavant, et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein d'une population. Donc la définition, entre guillemets, elle mentionne bien que l'altération, c'est l'altération des fonctions du système endocrinien, et donc toutes les étapes ici peuvent être impactées. Je vais vous donner un exemple un peu plus tard avec une hormone stéroïdienne bien connue qui s'appelle l'œstradiol, qui est un stéroïde qui est produit, qu'on appelle l'hormone féminine, mais les hommes en produisent aussi. Et on reparlera donc de toutes ces étapes dans un instant. Alors, un exemple très concret de perturbation endocrinienne, c'est celui qu'on peut donner pour les alligators et aussi les amphibiens, avec les premières observations qui n'ont pas été faites chez l'homme, mais qui ont été faites dans des milieux environnementaux, aquatiques notamment. On a pu constater dans des lacs et des étangs contaminés au niveau desquels des alligators habitaient, qu'il y avait des malformations du système reproducteur chez ces alligators. Je ne montre pas de photos parce que c'est jamais très agréable à voir, en tout cas trop précise. Et chez les amphibiens, on a pu détecter des cas d'hermaphrodisme chez les amphibiens qui étaient très très imprégnés de perturbateurs endocriniens. Donc typiquement, un amphibien, soit c'est mâle, soit c'est femelle, là il avait les deux types d'organes en même temps, qui étaient tous les deux dysfonctionnels. Donc voilà le cas dont je parlais préalablement, l'œstradiol. Donc cet œstradiol, c'est un stéroïde qui est synthétisé à partir de stéroïdes précurseurs. Le stéroïde précurseur que vous connaissez tous, même si vous ne saviez pas que c'était un stéroïde, c'est le cholestérol. Le cholestérol, c'est le précurseur d'un très grand nombre d'hormones. Et donc vous pouvez remplacer ici le mot stéroïde par cholestérol si on simplifie un peu la voie de synthèse, car l'œstradiol est synthétisé par une machinerie qu'on appelle des enzymes, peu importe. Et en tout cas, cette machinerie, elle transforme chimiquement le cholestérol jusqu'à obtenir de l'œstradiol. C'est évidemment différent chez les hommes et les femmes, parce que par exemple, chez les femmes, l'œstradiol est produit en grande quantité par les ovaires, mais c'est aussi une hormone qui est produite en grande quantité par le tissu adipeux, notre tissu gras. Et donc, certaines personnes qui sont très très grosses, très obèses, des hommes, peuvent sécréter de grandes quantités d'œstradiol. Peu importe. En tout cas, les tissus qui produisent l'œstradiol, il y en a une très grande variété et il y a une machinerie qui permet cette production. Il y a ensuite une machinerie qui permet sa sécrétion. Il y a également dans le sang des protéines qui transportent cet œstradiol jusqu'aux autres organes, les organes réceptifs, et on a donc ce qu'on appelle dans certains organes des récepteurs à l'œstradiol. Eh bien, comme vous le voyez sur ce schéma, il n'y a pas besoin de l'apprendre, de toute façon, il y a tout un tas de petites flèches ici, 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 qui montrent que les perturbateurs endocriniens peuvent impacter la machinerie de synthèse, peuvent impacter le transport de l'œstradiol, peuvent impacter la liaison entre la clé et la serrure. Vous imaginez un chewing-gum que vous mettez dans une serrure, c'est un perturbateur endocrinien, c'est la même chose, il empêche la clé de rentrer, mais il peut aussi mimer la clé de rentrée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer que le perturbateur, c'est un chewing-gum, ce qu'on va appeler un antagoniste, ou c'est un passe-partout. C'est-à-dire que c'est une molécule qui va avoir exactement la même action de l'hormone, mais pas du tout au moment où on veut que cette hormone agisse. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une action qui est agoniste. Donc ayez ça en tête, le récepteur, la serrure, la clé, l'hormone, et puis vous bloquez soit l'action de la clé avec un chewing-gum, soit vous faites la même chose que la clé, mais pas du tout au bon moment, au moment où vous cambriolez, c'est-à-dire avec un passe-partout. Et donc, il y a tout un tas de cibles moléculaires de ces perturbateurs endocriniens qu'on peut identifier. Donc à ce stade, première catégorie, le perturbateur endocrinien, et puis deuxième catégorie de polluants qui sont relativement médiatisés, alors pas nécessairement sous ce nom-là, mais vous en avez entendu parler lorsque je vous parle de dioxine de Céveso, quand je vous parle de chlordécone, ça doit vous dire quelque chose, ce sont des polluants organiques persistants.
Le mot important ici, c'est la persistance, parce qu'il y a un très grand nombre de polluants qui sont organiques. Les polluants qui ne sont pas organiques, c'est typiquement le mercure, le cadmium, c'est-à-dire des métaux. Ils vont être inorganiques, minéraux. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais une très grande majorité des polluants, qu'ils soient bisphénol A, phtalate, glyphosate, sont des polluants organiques. Mais il y en a un certain nombre qui persistent dans l'organisme. Alors, du coup, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ils persistent dans l'organisme, et je vais être obligé de parler aussi des travaux de Philippe, parce que Philippe a travaillé sur le métabolisme des polluants. Alors, la majorité, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, des polluants sont des polluants qui sont métabolisés. C'est-à-dire que notre corps, lorsqu'il est par exemple confronté à du glyphosate, à du bisphénol A, eh bien, il est quand même capable de reconnaître ce polluant et de conduire à sa transformation pour le rendre plus soluble dans les urines ou dans les fesses. Donc typiquement, lorsqu'on parle par exemple de glyphosate dans les urines, c'est plutôt quelque part une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'il faut se dire qu'on l'élimine. D'accord ? Moi, je préfère avoir du glyphosate dans mes urines que dans mon corps. Donc à la rigueur, si on me dit que j'ai du glyphosate dans les urines, je ne suis pas très content parce que je sais que j'ai été exposé au glyphosate, mais je sais aussi que je suis capable de l'éliminer. Eh bien, il y a un certain nombre de polluants, ça ne marche pas comme ça. On les reçoit, on est exposé à ces polluants et ils vont rester dans l'organisme. Alors la grande majorité, heureusement, bisphénol, phtalate, beaucoup de pesticides sont non persistants. Il y a quand même donc un certain nombre de ces molécules qui sont persistantes, les PCB, certains pesticides assez anciens, le DDT par exemple, dont vous avez sûrement entendu parler, des composés polybromés qui ont pourtant été synthétisés à partir des années 70, dans les années 80 et qui sont de plus en plus réglementés, et puis des polluants qu'on ne synthétise jamais volontairement comme les dioxines. Pour vous donner un exemple de ce que ça signifie persistance, vous avez l'exemple de la dioxine de Céveso, dont la persistance est de 7 ans chez l'homme. 7 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ingérez 1 gramme aujourd'hui de dioxine, dans 7 ans, vous en avez encore 0,5 gramme dans l'organisme. C'est ça la demi-vie. C'est le même principe de demi-vie pour ceux qui connaissent que la radioactivité. C'est une histoire de décroissance. On raisonne ici par période. Donc, grande persistance de cette dioxine. Alors, quelle est la différence ? Si vous regardez ces molécules et que vous regardez un peu attentivement leurs propriétés chimiques, elles ont toutes plutôt une affinité pour le gras. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance toutes à se solubiliser dans le gras. Donc là, quand on se dit ça, on se dit c'est logique, on est composé de gras, donc en fait, tout devrait s'accumuler. Or, non. Le bisphénol A, les phtalates, beaucoup de pesticides ne s'accumulent pas dans nos organismes, et heureusement. Et pourquoi ? Pas parce qu'ils ont une affinité philie pour le gras, lipophile, parce qu'ils sont résistants vis-à-vis du métabolisme que j'évoquais préalablement. Et donc, typiquement, qu'est-ce que c'est que le métabolisme ? C'est peut-être la diapo la plus compliquée de tout le topo ici. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail, mais vous faire comprendre un élément important qui est que le polluant, le xénobiotique, xéno, ça vous fait penser à étranger, d'accord ? Donc un polluant qui a une molécule étrangère à l'organisme qui a un effet sur le vivant, eh bien les xénobiotiques pénètrent facilement dans nos cellules, par exemple les cellules du foie, et dans le foie, le foie a une propriété, a plein de propriétés, mais c'est un organe absolument remarquable qui est capable de transformer la molécule. Elle va, par le biais d'un système enzymatique qui s'appelle les cytochromes P450, Philippe a beaucoup travaillé là-dessus, eh bien, transformer la molécule. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie, mais en gros, on active la molécule au cours d'une phase qui s'appelle la phase 1, et au cours d'une phase qu'on appelle la phase 2, on met à profit cette petite transformation chimique pour greffer sur l'élément eh bien, quelque chose qui va la rendre plus soluble dans l'eau. Donc on a une perte de la lipophilie, on a un gain d'hydrophilie, la molécule devient plus hydrophile, elle est plus facile à dissoudre dans les urines, il y a une phase numéro 3 qui est une phase de transport hors de la cellule, peu importe, et de ce fait, la molécule va être éliminée. Donc ce que vous allez mesurer dans les urines lorsque vous mesurez par exemple du bisphénol, c'est principalement du bisphénol qu'on dit conjugué, parce qu'on conjugue ce bisphénol, c'est la phase numéro 2, la phase de conjugaison, à quelque chose qui le rend plus soluble. D'accord ? Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que tout ce système que je vais maintenant simplifier, il est lié au fait que dans la cellule hépatique, mais dans tout un tas d'autres cellules, on a ce qu'on appelle des récepteurs dans les cellules qui détectent la molécule, le polluant hydrophobe, mais c'est aussi vrai pour les médicaments, donc pour en fait tous les xénobiotiques. Et ce récepteur, eh bien, il va être capable de réguler tout ce que je vous ai présenté avant. La phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc c'est un système absolument remarquable. L'idée, c'est un petit peu, il faut imaginer le fort
avec des gardes. En gros, le récepteur, c'est une sentinelle. Le sentinelle détecte la présence d'ennemis hors du fort et les enzymes, c'est la garde. C'est-à-dire, en gros, les soldats qui vont lutter contre les envahisseurs et qui veulent rentrer dans le fort. Et donc, la molécule hydrophobe, en se liant au récepteur, l'active. Voilà, le récepteur va avoir un certain nombre de fonctions, dont l'activation de ces fameuses enzymes dont j'ai parlé. Et du coup, la molécule hydrophobe va se retrouver transformée en quelque chose de plus soluble dans l'eau. Alors, je vais maintenant vous parler de pathologies. Je vais prendre un exemple parce que je ne peux vraiment pas vous parler de toutes les pathologies dont j'ai parlé préalablement. Et je vais parler de celle-ci spécifiquement parce qu'on travaille là-dessus au laboratoire. Les maladies métaboliques, je vais vous parler du lien potentiel entre polluants environnementaux et maladies métaboliques. C'est donc là, après cette introduction, c'est la deuxième partie du cours. Alors, pour vous donner un exemple de pathologie qu'on sait associer aux perturbateurs endocriniens ou aux polluants organiques persistants, le diabète de type 2 est une maladie qui est extrêmement répandue dans la population, notamment dans les pays riches. Du fait, probablement, certes, de notre mode d'alimentation, mais aussi probablement du fait de l'exposition à un certain nombre de contaminants. Et parfois, malheureusement, c'est parce qu'on mange gras et des aliments qui sont peu chers et qui sont produits de manière inadéquate que ces aliments sont aussi contaminés. Donc c'est un peu la double peine. Parfois, on mange gras et en plus, ce qui est gras est contaminé. Bref, on y reviendra peut-être dans la discussion. Alors, ici, j'ai résumé une synthèse de 17 études au total qui ont été menées dans un très grand nombre de pays européens, mais aussi asiatiques, américains, qui montrent qu'il existe une association positive entre diabète de type 2, il ne devrait pas y avoir de S ici, le diabète de type 2, et un mélange d'organochlorés et PCB. Alors, organochlorés et PCB, les organochlorés, qu'est-ce que c'est? L'exemple, c'est le DDT ou le chlordécone, c'est-à-dire des pesticides qui ont des fonctions chlore, voilà, des groupements chlore dans leur constitution, et ce sont des molécules qui sont justement des POP. Elles sont difficilement appréhendées par le corps et elles ne sont pas métabolisées comme le métabolisme que je vous ai présenté auparavant. Et les PCB, c'était des molécules qu'on utilisait beaucoup dans les isolants thermiques à une certaine époque et qui, on le sait, contaminent un certain nombre d'environnements. En France, le cas typique, c'est le Rhône qui est contaminé en PCB. C'est pour ça que dans le Rhône, on interdit un certain nombre de zones de pêche parce que les poissons sont contaminés avec ces polluants qui persistent évidemment dans la chaîne alimentaire. Quand ces polluants sont dans un organisme et que cet organisme il est mangé par un autre organisme, c'est l'autre organisme qui du coup va les accumuler. D'accord ? Donc il y a une accumulation au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. Peu importe. Donc là, je parle d'un cocktail. Un cocktail de pesticides qui sont heureusement plus utilisés, un cocktail de PCB qui contient des PCB qui, eux aussi, sont réglementés et ne sont plus autorisés, mais comme ils sont persistants dans notre environnement, on y est toujours exposé. Que montre cette étude, ou plutôt ces études, qu'il existe donc une association positive entre cette pathologie métabolique et ces mélanges. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les études qui sont réalisées, ce sont toutes des études qui sont réalisées sur des expositions qui durent longtemps et avec des pesticides ou des PCB qui sont représentés dans l'organisme à des doses qui sont relativement basses. D'accord ? La seule étude qui montre qu'il n'y a pas d'association positive, si on fait le tri sur les 17, là, si on en extrait une 18e, c'est une étude sur les Inuits, et eux étaient exposés à ce mélange à des doses plus élevées. Donc j'envoie juste ça ici comme information, et on en reparlera un peu plus tard, et on reparlera un peu plus tard des conséquences des expositions à basse dose. Alors, c'est là que je vais vous faire travailler. Vous avez un exemple ici d'une de ces études qui a été réalisée dans la population américaine avec ce mélange de polluants organiques persistants. Il y a 2 dioxines, un PCB et 3 organochlorés, on va dire. Et ce mélange est fortement associé au diabète de type 2. Et ce qu'ont fait les chercheurs dans cette étude, qui est une étude épidémiologique, c'est qu'ils ont quantifié les niveaux de ces polluants. Donc si vous comptez, il y en a combien ? 6. Donc 6 polluants. Ils ont classé ils ont pris une cohorte et ils ont classé dans la cohorte par catégorie les personnes qui étaient exposées par très peu exposées, avec des concentrations de POP dans le sang assez faibles, jusqu'à des personnes très exposées. Ils ont fait ce qu'on appelle une stratification, et c'est ce que vous voyez ici sur cet axe-là, Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5. Donc évidemment, Q1, c'est les moins exposés, ceux qui ont les concentrations les plus faibles, et Q5, ceux qui sont les plus exposés. Bon, ça, c'est facile à comprendre. Le deuxième axe qui est facile à comprendre, c'est celui-là. Ça, c'est la prévalence du diabète. Donc, en gros, plus
vous avez un histogramme qui est haut, plus ça veut dire que la sous-population est malheureusement porteuse d'un diabète de type 2. Et puis le troisième axe, ils ont pris en compte l'obésité des personnes. Et là, vous avez des personnes qui sont, on va dire, de poids standard, des personnes qui sont en surpoids, et ici, vous avez des personnes obèses. Alors, je vous laisse regarder, 30 secondes, voilà, et je vous laisse me dire ce que vous pensez de ça. N'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous manger. Hein. Vous êtes contaminé sûrement, donc... Alors, les obèses ont plus de diabète. Effectivement, c'est ce qu'on voit en premier. On voit qu'il y a clairement une tendance à ce que ici, la prévalence est plus augmentée chez les personnes qui sont les plus obèses. Plus on est obèse, plus on a de chances effectivement d'avoir du diabète. Et on constate que c'est le cas, notamment chez les personnes qui sont plutôt peu contaminées ou très contaminées. Très contaminés. C'est-à-dire que ceux qui sont très contaminés, les Q5, ont une prévalence, vous voyez là, de 60%. Donc si on est obèse, qu'on est très contaminé par ce mélange particulier, hein, ce serait peut-être pas vrai avec un autre cocktail de polluants organiques persistants, bah, on a plus de chances de développer le diabète. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, que personne ne voit jamais, qui est caché et pourtant qui est en premier plan, qui est qu'il y a dans la catégorie personnes peu contaminées, plat, 0% de diabète. C'est-à-dire que chez les gens qui sont les moins contaminés, même si on est obèse, on ne développe pas de diabète. Ça, c'est vachement intéressant, je pense, parce que ça signifie qu'ici, si on était, à la rigueur, si on est un peu provocateur, et ça, c'est vraiment un cas particulier, donc il faut faire très attention à ces données, mais en gros, si on est très peu exposé à des polluants, même si on est obèse, c'est-à-dire que si on mange peut-être un peu trop d'huile d'olive, voilà, par exemple, du bon gras, on va dire, bah, et puis que cette huile d'olive est bio, qu'elle n'est pas contaminée avec des pesticides, tout un tas de cochonneries, bah, peut-être qu'on a moins de chances de développer du diabète. Donc, il est important de considérer évidemment la physiologie de la personne, et là je dirais même la physiopathologie, parce que l'obésité c'est quand même une maladie, ou pas d'ailleurs, parce que finalement la personne ne développe pas de pathologie. L'obésité c'est une caractéristique, d'accord, et également la composante environnementale qui est le niveau de contamination des personnes avec des polluants organiques persistants, ceux que je vous ai présentés dans la deuxième partie. Ça, ce sont des études qu'on va dire épidémiologiques. Alors évidemment, les études épidémiologiques, le gros souci, c'est comme si je prends toute cette salle, vous êtes tous différents. D'accord ? Si toutes les personnes ici se mettaient à fumer, bah, il y en aurait qui développeraient un cancer dans 2 ans et puis d'autres qui ne développeraient jamais de cancer. Pour donner un exemple là aussi un peu provocateur. On est tous différents vis-à-vis des produits chimiques et de la manière dont on va les métaboliser. Bon, donc du coup, c'est souvent très très difficile en épidémiologie d'éliminer ce qu'on appelle les biais. Faut considérer que voilà, si on a une population qui va de 20 à 60 ans, bah, peut y avoir un biais qui est quand même l'âge. S'il y a des fumeurs, pas des fumeurs, bah, faut essayer là aussi d'enlever ces biais. C'est pas simple l'épidémiologie, mais ça donne des indications très importantes parce que le modèle, c'est l'homme ou c'est la femme. D'accord ? Alors, ce qu'on fait en parallèle de ces études épidémiologiques, c'est qu'on essaie de faire des études expérimentales dans lesquelles on essaie de contrôler au mieux les conditions. Mais évidemment, on ne traite pas des êtres humains. On va traiter soit des animaux, des modèles animaux, soit des cellules, des modèles cellulaires. Et puis, on utilise de plus en plus aussi maintenant l'informatique pour essayer de faire de la prédiction. Alors là, je vais vous montrer un exemple d'étude expérimentale très simple, que vous devriez être aussi capable d'appréhender. L'étude qui a été publiée en 2010, elle est vraiment intéressante parce que dans cette étude, les auteurs ont plutôt exposé des rats à un régime, et il y a 4 régimes différents. Donc le premier régime, c'est un régime contrôle. Le deuxième régime, c'est un régime qui est riche en gras, mais non contaminé. Et le troisième régime, c'est un régime riche en gras, même niveau de calories que le précédent, mais avec une huile qui est faite avec du gras qui provient d'une huile qui est frelatée, mais qui n'a pas été frelatée de manière artificielle, qui provient d'un poisson gras qui était contaminé par de hauts niveaux de polluants. Donc, typiquement, on a 3 niveaux, sauf qu'ils ont rajouté une 4e condition qui est le même régime avec l'huile frelatée, dans laquelle on a enlevé les produits chimiques qui étaient contaminants. Donc, il y a 4 conditions. Bon. On va regarder que ce qui est en bas, ici, qui est, en gros, il y a les 4 régimes, je vais vous dire lesquels sont lesquels, et là, c'est le niveau de gras viscéral, c'est-à-dire le niveau de gras qui est autour des organes, pas celui qu'on voit, celui qu'on n'aimerait pas voir parfois, d'accord, qui est là ou là, bon, ça dépend des personnes, d'accord, mais plutôt celui qui est entre les organes, et qui est souvent bien pire que celui qui est en périphérie. Alors, le gras viscéral,
On peut le mesurer dans la condition contrôle. Il est important d'avoir des contrôles lorsqu'on fait des conditions expérimentales. Je renvoie à certains travaux qui ont été faits à Marseille il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas de contrôle, vous ne pouvez pas faire des comparaisons. D'accord ? Donc, il faut avoir des contrôles. Donc là, vous avez ici en blanc la condition contrôle. On va dire, on a 10 grammes de gras viscéral chez Serra à une condition que je ne vais pas détailler, quel âge, quel sexe, etc. Peu importe. Si ensuite, vous regardez l'effet d'une consommation d'un régime riche en gras, en gros, le gras autour des viscères, il augmente. C'est la condition noire ici. Il y a une petite augmentation, enfin pas petite, c'est quasiment un doublement. Et puis, si vous passez ici on va regarder tout de suite la condition en bleu, eh bien, c'est le même type de régime, c'est-à-dire c'est isocalorique. Il y a le même nombre de calories que le régime noir. Dans la condition bleue, c'est le régime avec les polluants dans l'huile frelatée. Si vous enlevez ces polluants de l'huile frelatée, vous gardez la même huile, eh bien, vous retournez, condition grise ici, à la condition qui est la même condition que le régime riche en gras. Donc on voit que le fait d'avoir des polluants dans l'huile frelatée eh bien, conduit à cette apparition d'une plus grande quantité de graisse autour des organes, ce qui est souvent délétère en termes de pathologie métabolique. Et si on va un peu plus loin, là, je pousse les choses, on va faire de l'histologie du foie. Donc là, vous avez voilà, une coupe histologique typique d'un foie, et là, c'est un peu grossi, donc on voit les cellules du foie, hein, c'est très joli, c'est rosé, enfin bon, voilà, on imagine ça de manière un peu poétique, parce que ça ressemble un peu à un tableau, quoi, donc c'est un peu de l'art moderne, mais peu importe. Si vous regardez maintenant les conditions avec les régimes riches en gras, première condition ici, le régime riche en gras classique, on voit qu'il y a des petites bulles blanches qui apparaissent. Ce n'est pas des bulles, c'est de la graisse. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une microstéatose hépatique. C'est-à-dire, et d'ailleurs ça on le fait toujours après un repas, hein, lorsque vous mangez, vous faites une petite microstéatose au niveau du foie. Le foie sait bien gérer ça. Et en général, ensuite éliminer cette stéatose et revenir à un état un peu plus normal. Et puis vous regardez tout de suite la condition tout à droite. Ça, des grosses bulles. Alors, ce n'est pas des bulles, encore une fois, c'est ce qu'on appelle des gouttelettes lipidiques qu'on va trouver dans la condition qui est évidemment la condition riche en gras, mais avec l'huile frelatée contenant les contaminants. Si vous enlevez les contaminants, voilà ce que vous obtenez. Donc, vous voyez qu'en fait, on déclenche ce qu'on appelle une stéato, quantité de graisse importante dans le foie, hépatite, inflammatoire avec le hit à la fin. Donc une inflammation du foie associée à beaucoup de lipides dans le foie qui est majeure si vous avez à la fois les graisses dans le régime plus les contaminants. Ok ? J'alerte là sur les études expérimentales et maintenant je vais vous donner ces fameuses clés pour essayer de mieux appréhender tous les problèmes environnementaux que vous pouvez entendre, dont vous pouvez entendre parler dans les médias. D'accord ? Et essayer de vous poser les bonnes questions lorsque vous entendez parler de ces problèmes environnementaux. Et après, la conclusion et les perspectives, ce seront les premières recommandations que je peux vous faire pour essayer de vous préserver de l'effet de ces polluants. Et puis j'imagine après que vous aurez tous des questions sur tout un tas de polluants divers et variés. Donc, comme vous le voyez, il y a 7 points. Mais il y a une diapo à peu près, ou 2 diapos à peu près par point. La première diapo qui est importante à considérer, c'est finalement le fait qu'on n'est non pas exposé à un seul type de polluant, qu'on n'est pas exposé à un moment T, mais qu'on est exposé à un exposome. Et cet exposome, c'est la totalité de l'exposition de la conception, l'embryon, jusqu'à la mort. Alors, évidemment, c'est un challenge en toxicologie qui est énorme. C'est-à-dire comment appréhender les effets de l'exposome quand on considère un organisme comme l'être humain qui peut vivre jusqu'à 80 ans, voire plus, voilà, pour ceux qui peuvent vivre un peu plus longtemps. Donc, il est évident aussi que lorsqu'on compare un embryon, un jeune bébé, un jeune enfant ou un adulte en bonne santé ou une personne âgée, chacun aura une sensibilité qui sera différente. C'est très différent d'être exposé à un pesticide à l'âge adulte et d'être exposé à ce même pesticide aux mêmes concentrations, aux mêmes doses à l'âge fœtal. Donc, comment explorer cet exposome ? C'est un vrai challenge, par le biais évidemment d'enquêtes qu'on peut faire en termes d'alimentation. On peut ensuite essayer de modéliser. On se dit si cette personne a mangé 4 macros par semaine ou 1 macro par semaine, on peut essayer d'imaginer que cette personne est exposée à des quantités différentes d'oméga 3, mais aussi à des quantités de métaux lourds qui sont différentes. Les oméga 3 ont des propriétés positives, les métaux lourds ont plutôt des propriétés négatives, évidemment. On peut utiliser des systèmes d'information géographique, par exemple pour essayer d'imaginer qu'une personne a été dans une zone très polluée sur le plan de la pollution atmosphérique. On peut essayer d'utiliser des capteurs pour savoir si la personne a été exposée au TNT de manière très précise dans son environnement. Et ça peut très bien être son air intérieur, évidemment. La différence entre être à l'extérieur et à l'intérieur, parfois, il vaut mieux être à l'extérieur, même si c'est pollué, qu'à l'intérieur, parce que parfois, à l'intérieur, c'est encore plus pollué. On peut utiliser ensuite, directement sur la personne, des prélèvements d'urine pour savoir si la personne a été très exposée ou pas.
faire ensuite des modélisations informatiques. C'est ce qu'on va appeler les biomarqueurs, qu'on va pouvoir mesurer dans l'urine, dans les fesses, dans le sang, dans les cheveux, et utiliser tout un tas de techniques pour pouvoir essayer de modéliser cet exposome. Il y a évidemment beaucoup d'incertitudes dans ce domaine. Il y a un très très bon institut à Barcelone qui travaille sur ces questions, avec beaucoup de statistiques dans tous les sens. Donc c'est un vrai travail qui n'est pas un travail nécessairement complètement expérimental, mais souvent de travail informatique et biostatistique. Le deuxième défi, mis à part donc l'intégration de toutes ces données, c'est évidemment celui des mélanges en tant que tels. Et là, on peut parler d'additivité, de synergie, d'antagonisme. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que notre univers chimique, on est confronté tout au long de notre vie à plus de 100 000 molécules chimiques différentes. Vous imaginez la tâche et là aussi le challenge. Et on a des connaissances uniquement sur quelques milliers, et c'est déjà pas mal, de molécules. Donc c'est évidemment un grain de poussière par rapport aux milliers de molécules où on est confronté. Il y a une infinité de mélanges possibles et c'est une vraie problématique. Alors c'est vraiment pas quelque chose qui doit être négligé. Là je vous donne un exemple très simple de, on va dire, 3 perturbateurs endocriniens qui ont fait l'objet d'une réglementation. On est capable de définir ce qu'on appelle, du fait de la réglementation, un seuil toxique, un seuil toxicologique. Et si on est exposé aux perturbateurs endocriniens 1, 2 et 3 à des seuils qui sont inférieurs au seuil toxique réglementaire, on se dit tout va bien, sauf que si on les met en mélange, eh bien, la somme des doses peut potentiellement dépasser évidemment ce seuil réglementaire. Et donc, comme le disait Raymond Devos, rien c'est rien, 2 fois rien c'est presque rien, mais 3 fois rien c'est déjà quelque chose. Voilà, donc il faut faire vraiment attention à cet aspect-là. Donc lorsque vous entendez par exemple voilà, dans les médias, quand vous entendez parler des personnes qui sont exposées à un grand nombre de pesticides, il faut évidemment se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire un grand nombre de pesticides? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 100? Cette question-là, elle est vraiment légitime. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est pas seulement celle de la qualité, on va dire, du mélange, c'est-à-dire qualité entre guillemets, qu'est-ce qui compose le mélange, mais aussi le temps. En l'occurrence, à l'échelle d'une population, on va être exposé via une source, il y a un contact externe, ça ressemble un peu au Covid, c'est-à-dire qu'il y a une source, on ne sait pas trop de laquelle d'ailleurs, quelqu'un d'autre, il y a un contact externe, il y a ensuite une dose de virus en interne, il y a une réponse biologique, puis potentiellement une réponse clinique. C'est pareil pour les polluants. Et évidemment, entre la source et la réponse clinique, on a parfois une distance, c'est vrai pour le virus, c'est vrai pour les produits chimiques. On est exposé à des pesticides organochlorés quand on est agriculteur, potentiellement à l'âge de 20 ans ou 30 ans, et ça c'était à une époque qui est ancienne maintenant, et malheureusement ces personnes, elles développent des pathologies 30 ans après. Comment est-ce qu'on réglemente par rapport à ça, et comment est-ce qu'on réglemente notamment au niveau professionnel tout ce qui va être dédommagement par rapport à ces personnes qui ont été exposées, et parfois parce qu'on leur a dit il n'y a pas de problème, et à l'instant T il n'y avait pas de problème, sauf qu'on n'avait pas appréhendé le long terme. D'accord ? Ça, c'est une vraie question. Donc, il y a souvent une distance entre l'exposition et les manifestations cliniques. Et on pense qu'être exposé très jeune, quand on est un jeune enfant, un bébé, etc., à une molécule chimique, ça peut avoir des conséquences 20 ou 30 ans après. D'où ensuite la pertinence de marqueurs biologiques précoces, qui est évidemment très discutée. La dernière partie sur cette définition un peu de l'exposome, mis à part la qualité des mélanges, entre guillemets, le temps d'exposition, à quel moment on est exposé et la durée d'exposition, c'est évidemment la dose. Et là, il y a un concept qui est quand même très très particulier, qui est qu'il est connu depuis longtemps, et c'est Paracels au Moyen-Âge qui le définissait comme ça, enfin Moyen-Âge, Renaissance, que, pardon, en gros c'est en anglais ici, mais en gros, toute chose, je vous le traduis, toute chose est poison et rien n'est sans poison. Seule la dose permet de dire qu'un composé n'est pas intoxicant ou conduit à un empoisonnement. Et donc, en gros, le résumé de cette phrase, c'est la dose fait le poison. C'est toujours comme ça qu'on l'appréhende. On se dit, voilà, si je prends un cachet de paracétamol, ça me soigne, ça a un effet bénéfique. Si j'en prends 10, je vais aux urgences. Parce que typiquement, je vais avoir un problème hépatique majeur. Et donc, pour la plupart des molécules, oui, on dit la dose fait le poison. Mais toutefois, si on regarde l'effet d'un certain nombre de molécules toxiques, et je vais juste prendre l'effet ici de cette molécule-là, qui est une molécule X, eh bien, on est capable de dire, si on considère que ça c'est l'effet, qu'un polluant X auquel on est exposé à une très haute dose, évidemment, va avoir un effet toxique. Cet effet toxique, si on diminue la dose, diminue. Et curieusement,
Quand on diminue encore la dose, on a un effet qui est un peu paradoxal, qui est qu'on retrouve une certaine forme d'effet toxique. Alors comment expliquer ça ? Je ne l'ai pas mis ici. Alors comment expliquer ça ? C'est relativement ininstinctif quand on le regarde, ce n'est pas du tout instinctif. L'idée, c'est de dire, à très haute dose, c'est logique qu'il y ait un effet toxique. Le paracétamol, 10 comprimés, c'est toxique parce qu'il y en a trop. Ça, on comprend. Quand on diminue la dose, on comprend qu'il y a moins d'effets. Mais il y a moins d'effets pour une raison bien simple. Ça nous renvoie au métabolisme des xénobiotiques. C'est que notre organisme détecte la présence du polluant et est capable de mettre en place une machinerie de détoxification. Et fait en sorte, par exemple, si vous prenez qu'un cachet de paracétamol, d'éliminer dans l'urine ce paracétamol. Là, je ne parle pas d'un toxique, je parle d'un xénobiotique médicament qui, pris à une dose relativement raisonnable, peut être facilement éliminé et pris en charge convenablement par l'organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe donc du coup lorsqu'on diminue cette dose ? Pourquoi est-ce que ici on a potentiellement des effets toxiques qui surviennent ? Une hypothèse qui est posée, c'est que le système dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le récepteur ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que lorsqu'on diminue la dose, le récepteur ne reconnaît plus la molécule toxique, il ne met plus en place la machinerie de détoxification, et du coup, on a un effet toxique parce que malheureusement, ce toxique a quand même des effets sur des cibles à très basse dose qui ne sont pas pris en charge par le système de détoxification. C'est une hypothèse. Et c'est comme ça que pour le bisphénol A, qui est une molécule qui est très très connue, on a progressivement abaissé le niveau tolérable d'exposition. C'est parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on travaillait à des niveaux qui étaient inférieurs aux doses réglementaires, on avait quand même des effets. En affinant un peu les travaux, on retrouvait quand même des effets, parce que ce bisphénol A était probablement mal détecté et avait des effets sur des cibles de haute affinité. Voilà, donc chose importante, la relation dose-effet n'est pas nécessairement monotone, c'est pas nécessairement la dose fait le poison, mais on peut avoir ces courbes un peu particulières, comme les courbes en U inversées. Et chose importante, évidemment, cette dose, elle est conditionnée par le contexte. C'est-à-dire qu'une personne qui est vulnérable, qui par exemple a une insuffisance hépatique, typiquement les personnes qui ont une insuffisance hépatique, c'est plus difficile pour elles de détoxifier une molécule. Donc une personne qui a une insuffisance hépatique, qui a déjà une physiopathologie, elle sera évidemment plus sensible à l'effet de certains polluants. Alors pour terminer, encore 3 points, mais j'en ai regroupé 2 en même temps. Il est vraiment très très important de prendre en compte les modèles expérimentaux sur lesquels on travaille. On dit typiquement que les souris et les rats ne sont pas des bons modèles pour étudier la cancérogénèse. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme type de modèle pour étudier la cancérogénèse ? La question peut être posée. On essaye d'étudier de plus en plus l'effet des toxiques en utilisant des invertébrés. D'une part parce que ça nous facilite la tâche par rapport au protocole d'éthique vis-à-vis évidemment du bien-être animal. C'est parfois beaucoup plus pratique d'utiliser ces animaux et moins culpabilisant aussi. Il n'empêche que lorsqu'on utilise ces animaux, ils sont plus distants de nous génétiquement que l'homme, et que le rat ou la souris. Et évidemment, de ce fait, on peut se poser la question de la relevance de ces modèles. La vulnérabilité, 6e point, évidemment, il y a tout un tas de facteurs qui vont conditionner notre réponse aux polluants. Des facteurs génétiques, des facteurs comme l'âge. Si on est un fœtus ou si on est une personne âgée, on n'a pas le même système de détoxification. Des facteurs physiologiques, le fait d'avoir par exemple le cycle ovarien avec des hormones qui varient énormément chez la femme, on peut très bien appréhender qu'à certains moments du cycle ovarien, on ne va pas évidemment être sensible de la même manière aux polluants, la grossesse, les pathologies qui sont toujours dans la catégorie, on va dire, d'origine endogène de la vulnérabilité. Donc si on a une insuffisance hépatique, c'est l'exemple que je prenais. Et puis ensuite, tout un tas d'origines exogènes. Si vous avez une alimentation plutôt riche en fruits et en légumes, avec beaucoup de vitamines, de fibres, etc., c'est très différent d'une personne qui va s'alimenter principalement avec du gras et du sucre en termes de sensibilité vis-à-vis des polluants. Notre comportement, nos habitudes, notre milieu socio-économique, on sait que le bruit a un vrai impact sur la physiopathologie des organismes et peut augmenter la sensibilité à certains polluants. Donc là, vous avez encore cette diapo de l'exposome qui revient avec ces différents stades. Pour vous donner aussi un exemple que vous pouvez ramener un peu à la maison, n'oubliez pas que le système nerveux central se développe de l'embryon jusqu'au jeune enfant.
entre, on va dire, 3 semaines et 20 ans, d'accord, 20 ans d'âge, hein, donc je prends en compte ici aussi l'adolescence. Et il est évident que ce développement continu du système nerveux central, c'est une période de sensibilité pour le développement de tout un tas de pathologies. On sait, du fait de l'expertise INSERM de 2013, que les pesticides ont un impact très important sur le développement du jeune enfant. Je vais passer sur cette diapo et j'en arrive donc maintenant à la conclusion, et j'en aurai terminé. Vous l'avez compris, évidemment, il y a de nombreuses questions en suspens. Ces nombreuses questions en suspens sont liées, bien sûr, aussi au développement de tout ce dont je vous ai parlé en toxicologie, les nouveaux modèles, les nouveaux modes d'exposition, et donc ce qu'on appelle plus communément, non pas les perturbations endocriniennes, mais les perturbations homéostasiques. Il y a des questions qui ont été plus étudiées que d'autres dans le passé, la perturbation endocrinienne, mais on commence à appréhender de nouveaux types de perturbations comme les perturbations métaboliques. Je vous ai présenté 2 exemples. Voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple, typiquement sur les pathologies métaboliques, quelques mots-clés, on étudie de plus en plus le rôle du microbiote intestinal dans le développement de ces pathologies métaboliques, puisque ce microbiote intestinal est capable de répondre à la fois aux éléments de notre alimentation et aux contaminants de l'alimentaire. Et évidemment, ces questions sont des questions qui ne peuvent pas être dissociées des questions sociétales ou économiques et des questions de production de la nourriture. Si je prends un exemple tout à fait classique, celui de la viande et de la consommation de viande et de son impact sur l'environnement. On sait que la viande, la production de viande a un impact sur l'environnement. Si on imagine qu'il faille consommer moins de viande dans le futur, et ça c'est des choix personnels, eh bien évidemment, on aura plutôt tendance sûrement à se tourner vers des systèmes de production de viande qui ne sont pas des systèmes industriels, qui sont plus polluants que les systèmes artisanaux. Et de ce fait, le prix de la viande risque d'augmenter. Si le prix de la viande augmente, la viande devient un produit de luxe. Si la viande devient un produit de luxe, qui s'offre cette viande-là? Des gens qui vont avoir de l'argent par rapport à des gens qui auront moins d'argent. Donc si on agit que sur un seul paramètre, qui est qu'on régule la production de viande au niveau mondial parce qu'on veut que ça ait un impact sur l'environnement, ça peut avoir un impact sociétal en termes de perception d'une inégalité qui apparaît parce que la viande, d'un coup, redevient un produit de luxe, comme le saumon a été un produit de luxe à une époque, et qu'il ne l'est plus parce qu'on maintenant on fait de l'élevage industriel de saumon. Donc là, vraiment, sans prendre parti sur faut-il manger de la viande ou pas manger de viande, ce sont des questions qui sont importantes. Et du coup, lorsqu'on a une réflexion sur une question environnementale et qu'on a une action sur une question qui est environnementale, comme les néonicotinoïdes, dont on parle beaucoup actuellement, eh bien, du coup, on a forcément une réflexion qu'on devrait avoir sur quelles alternatives on met en place si on les supprime totalement. Parce que ces néonicotinoïdes ont sûrement, à court terme, des bénéfices, mais à long terme, sur d'autres paramètres qui ne concernent pas les mêmes personnes qui les appliquent, eh bien, des conséquences qui sont, par contre, délétères. Donc c'est souvent en environnement extrêmement difficile de prendre position de ce fait-là. Et ce qui est dommage souvent, c'est que finalement, les gens n'arrivent pas à se parler parce que ils sont évidemment confrontés à une réalité qui est leur terrain propre, qui est évidemment tout à fait légitime à considérer et très difficile, en tout cas au niveau politique, à appréhender. Alors, comment préserver notre santé? Pour revenir au titre. Donc ici, sans faire encore une fois le gourou, il faut quand même essayer de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que quand on parle de pesticides et quand on dit ce sont des produits toxiques, oui, il n'y a rien de surprenant. On les utilise comme tels puisque on utilise des pesticides pour tuer des parasites, pour les contenir, pour les repousser. Donc c'est logique que ce soit des produits toxiques. Et s'ils sont toxiques sur les insectes ou les champignons, c'est pas complètement illogique de penser qu'ils auront aussi une toxicité sur typiquement l'être humain. Après, la question, c'est celui évidemment de la dose, à quel moment on est exposé, qui est exposé, etc., etc. Donc, typiquement, dans nos pratiques quotidiennes, il y a une manière, il y a probablement des réflexions qu'on peut avoir pour essayer de limiter, par exemple, notre exposition à des polluants. Typiquement, dans les contenants en plastique, les bouteilles d'eau, c'est pas un reproche, hein, d'accord. Les bouteilles, moi, j'ai plus de bouteilles d'eau en plastique à la maison. J'utilise du verre, j'utilise l'eau du robinet, qui peut aussi avoir des problèmes, hein, d'accord. Et les contenants en plastique peuvent libérer de l'antimoine, peuvent libérer des phtalates, peuvent libérer des microplastiques. Et du coup, il faut essayer de limiter probablement l'utilisation de ce plastique. L'industrie du plastique sera pas très très contente, mais ça doit aussi venir cette démarche du consommateur. Et elle est logique parce que le plastique, il y a tout un tas d'additifs dedans
qui sont forcément pas bons. Ne pas utiliser ces plastiques non plus pour chauffer des aliments au micro-ondes, parce que le fait de chauffer augmente la libération potentielle de ces composés. Bon, tout ça est très compliqué. Le raisonnement environnemental sur le bio versus le non-bio, c'est aussi un raisonnement qu'on ne doit pas avoir seulement à l'échelle santé humaine, mais à l'échelle environnementale. Est-ce que c'est bien de consommer des kiwis bio qui viennent d'Australie ou des kiwis conventionnels qui viennent de la ferme d'à côté ? La question se pose parce qu'on n'impacte pas le même type, évidemment, de système. Dans un cas, c'est l'environnement parce qu'il y a le CO2, le transport, etc. Dans l'autre cas, il y a les pesticides potentiellement. Et encore, il peut y avoir utilisation de pesticides parfois et pas le pesticide dans le kiwi. Donc c'est des questions qui sont complexes, qui sont très particulières. Le mieux, je pense, c'est d'essayer de faire preuve de bon sens et de se dire le mieux, c'est d'aller effectivement travailler avec les agriculteurs qui sont à côté de chez nous. Et plus vite un produit est produit, plus vite il est consommé, moins on a besoin de conservateurs pour faire en sorte que ces produits soient conservés longtemps. Quand on parle du bio versus du non-bio, moi j'ai été confronté à des études d'analyse chimique sur des poulets ou des œufs qui étaient bio versus non-bio. Curieusement, on pourrait se dire, lorsqu'on parle de bio, on parle que des pesticides. Dans les non-bio, il y avait plus de contaminants de type POP pour des poules qui étaient élevées en plein air, tout simplement parce que ces poules élevées en plein air, elles consommaient des vers de terre qui étaient allés dans la terre, et dans la terre, il y avait des dioxines, et donc les poules s'étaient contaminées avec les dioxines, et les œufs étaient contaminés en dioxines. Mais là encore, c'était un cas unique. Moi, on ne m'a pas donné toutes les parcelles qui existent en France, et je suis sûr qu'il y a des poulets bio avec des poules élevées en plein air qui sont absolument pas contaminés. Donc le raisonnement, là, il est encore une fois lié à des particularités et il faut faire très très attention à ça. Le mieux, je pense, c'est d'essayer de faire attention à la provenance des aliments, d'essayer d'être plus vers tout ce qui va être agriculture raisonnée, agriculture bio, oui, mais à condition que celle-ci n'engendre pas plus d'emballage, parce que souvent l'agriculture bio, quand vous la trouvez en supermarché, il y a plein d'emballages, il y a plein de plastique autour, et essayer d'aller évidemment favoriser en tout cas par une interaction consommateur-producteur, d'essayer d'alimenter une demande qui serait une demande plus vertueuse, avec moins de produits, moins d'intrants, etc. Et évidemment aussi d'essayer de varier notre alimentation, parce que plus on varie notre alimentation, alors vous allez me dire, plus le cocktail de produits chimiques va être important, oui, mais au moins à des doses qui sont relativement faibles. Alors vous allez me dire, du coup, quid des basses doses ? Je suis d'accord, mais je pense que la recommandation la plus légitime, c'est quand même d'essayer d'avoir l'alimentation la plus variée et la plus saisonnière possible. L'éducation des populations, il faut savoir par exemple à San Francisco, en 2021, ils vont avoir un recyclage de 100% de leurs déchets parce qu'ils ont mis en place une politique où il y a 15 poubelles chez eux et c'est les enfants qui éduquent les parents. Donc parfois, l'éducation ne doit pas venir que des politiques, et heureusement, d'accord, elle doit aussi venir du plus bas parce que les générations les plus jeunes, elles sont plus sensibles à ces questions environnementales. Et puis essayer de repenser l'économie vers les circuits courts, tout en se disant aussi, peut-être aussi ralentir. Attention, les circuits courts, c'est peut-être pas non plus complètement la panacée. On sait que par exemple si vous prenez l'Hérault et que vous imaginez qu'il y a une alimentation qui est purement locale sur des circuits courts au niveau de l'Hérault, on sera capable de nourrir que la ville de Montpellier. Donc le court ne sert pas nécessairement dans tous les cas et je pense que la recommandation la plus légitime c'est d'essayer aussi d'être plus sobre dans nos pratiques alimentaires et de moins gaspiller d'aliments aussi. Parce qu'on a à peu près 25% de notre alimentation qui finit dans des poubelles. Et ça, c'est générateur de gaz à effet de serre, c'est pas bon non plus en termes de recyclage, etc., etc. Bien, je voudrais terminer par une diapositive pour remercier mon équipe, qui s'appelle T3S, qui est au sein de l'Université de Paris, qui est une équipe INSERM. Je voudrais remercier encore Philippe de l'invitation. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Peut-être trop, j'en sais rien, à peu près 1 heure. Et puis également le Théâtre des Tempes pour cette invitation. Vous avez les logos ici, et puis celui-là, je vous laisse deviner ce que c'est. Enfin, certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais merci de votre attention et j'espère que ça vous a intéressé.